L'aéroport de Tel Aviv, des centaines des Israéliens cherchent à quitter Israël et sont bloqués à cause des missiles balistiques yéménites. Vous pouvez voir des hélicoptères qui viennent, selon cette publication, embarquer les blessés de Tsahal. Et donc, comme vous voyez, les choses qui se sont passées à Gaza ne se passeront probablement pas comme telles et qu'au Liban, il y aura, en plus du poids économique qui pèse déjà sur Israël, il y aura un prix humain pour cette politique de Netanyahou. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Toujours dans la suite de l'actualité que nous avons récemment connue, on continue d'explorer les conséquences de la politique de Netanyahou sur le Proche-Orient, mais maintenant sur sa propre population. Et ici, nous allons voir que l'opération terrestre que Netanyahou, suite au succès qu'il avait connu avec les beepers, avec la mort de Nasrallah, est en train de tourner en eau de boudin. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans tarder, nous passons à la vidéo. Benyamin Netanyahou, lui qui se retrouve renforcé à la veille du premier anniversaire des attaques du 7 octobre. Le Premier ministre israélien sera-t-il tenté d'aller plus loin en lançant une incursion au sol? On va retrouver à ce propos Pauline Godard, qui est notre envoyée spéciale à Jérusalem. Pauline, bonjour. L'opération terrestre semble bonjour, en tout cas se préciser aujourd'hui. Oui, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne, se trouvait ce matin dans le nord d'Israël. Il était avec les troupes qui sont stationnées là-bas. Il a laissé entendre qu'Israël se préparait à une opération terrestre contre le Hezbollah au Liban. L'élimination de Nasrallah était une étape importante, mais ce n'est pas l'étape finale, a-t-il déclaré. Il a demandé aux soldats de se tenir prêts. Nous vous faisons confiance pour accomplir toutes les missions qui vous seront confiés. Il a dit, il l'a répété à nouveau comme depuis plusieurs jours, que le but d'Israël était de faire revenir dans le nord d'Israël tous les Israéliens qui ont été évacués depuis bientôt un an, les 65 000 Israéliens qui ont dû quitter le nord d'Israël. Il a également ajouté qu'il espérait aussi que ceux qui sont restés et qui se trouvent dans les zones qui n'ont pas été évacuées pourraient enfin vivre en paix. On peut ajouter également que c'est un peu une guerre de communication et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement au niveau des Israéliens, puisque que ce soit le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ou encore le chef d'état-major de l'armée, on les entend très régulièrement tous les deux dire depuis plusieurs jours que les soldats israéliens se tiennent prêts à intervenir. Et donc ça, c'était avant la riposte iranienne, ça c'était après l'affaire des beepers, après l'exécution de Nasrallah. Israël avait le vent en poupe. Comme je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, les Occidentaux étaient contents des résultats de Israël sur le terrain. Et leurs alliés américains étaient d'accord pour qu'ils fassent cette intervention au sol. Nous connaissons depuis comment les choses ont tourné. Nous savons qu'on l'a prévenu à Vladimir Poutine que cette incursion au sol ne serait pas sans conséquence et nous avons vu désormais l'Iran riposter, mais surtout, ce qui est important, vous allez voir que ce qui est montré à la suite de cette vidéo, c'est en fait amplifié. C'est que les Israéliens passaient être leur moment de gloire, s'est transformé peut-être en leur pire cauchemar. Effectivement, cette opération qui se précise. Vous étiez hier, Pauline, dans le nord, à 14 km à vol d'oiseau de la frontière avec le Liban. Qu'avez-vous pu observer ? Alors écoutez, là-bas, la population vit au rythme des alertes. Nous étions en plein tournage, d'ailleurs, sur le lieu où une maison a été touchée vendredi soir suite à l'annonce de la mort de Nasrallah, qui a été touchée par une roquette et qui a été en très grande partie détruite. Et en l'espace de moins d'une demi-heure, il y a eu 2 alertes. Nous avons dû courir pour nous mettre à l'abri. Il faut savoir que là-bas, les habitants ont moins de 30 secondes pour courir se mettre à l'abri. On a pu parler avec différentes personnes, différents habitants. Ils nous ont dit être effrayés, avoir peur. Je vous propose d'en écouter certains, notamment Ilana. Ça fait 30 ans qu'elle vit à Safed. Les derniers jours ont été vraiment très durs.
Vendredi, un missile est tombé juste à côté de la maison, à 1,50 m. C'était vraiment très dur. Il y a eu des incendies, on est rentré dans l'abri. Et pendant tout le Shabbat, nous étions dans l'abri car il était impossible de rentrer à la maison. Toutes les 40 minutes, il y avait une alerte et des chutes de roquettes et de débris. À cause de la peur des alertes et des choses que l'on voit ici, nous ne recevons pas de visiteurs à sa fête depuis près d'1 an. C'est la mort de nombreux commerces. Certains d'entre eux sont fermés totalement. Donc vous voyez, déjà à l'époque, les conséquences de la politique de Netanyahou se faisaient déjà ressentir. Comme dit cette dame, les gens qui vivent au nord, leur vie devenait compliquée et les commerces qui vivent au nord étaient en train de sombrer. Et donc, cette situation dans laquelle Netanyahou est en train de plonger son pays, les gens qui sont à l'étranger, les Bernard-Henri Lévy et tous les autres que j'aurai l'occasion de revenir, c'est ce qu'ils ont dit, eux, bien au confort dans leur Occident, bien au confort chez eux, loin de la guerre, ne vivent pas ça, mais encouragent Netanyahou à continuer à faire cela aux dépens de ces gens-là qui vivent au quotidien la guerre. Il faut savoir que normalement cette ville accueille près d'1 million de visiteurs par an et nous l'avons constaté, les rues sont totalement vides en ce moment et comme le disait Léra, eh bien c'est très difficile au quotidien pour tous ces commerçants. La plupart des commerces sont fermés, beaucoup ont même décidé de quitter la ville, ils n'ont plus d'argent, ils ne savent plus comment faire, ils demandent à l'État israélien de les aider d'une manière ou d'une autre et ce matin encore la ville de Safed a été visée par des roquettes du Hezbollah. Il y a eu différentes alertes dans la ville depuis ce matin. Ce que je veux vous montrer ici, le plus important, c'est que nous savons que Netanyahou a voulu profiter de son mémentor et a lancé son offensive au sol. Sur ces images non datées fournies par l'armée israélienne, des soldats des forces spéciales se préparent à entrer en territoire libanais. L'illustration de ce qu'a officialisé l'État hébreu un peu plus tôt dans la nuit, le lancement de ces opérations terrestres. Je dirais que nous avons le grand privilège d'écrire l'histoire, comme nous l'avons fait à Gaza, et de faire de même ici, dans le Nord. Nous avons commencé par une opération plus discrète, et aujourd'hui nous allons entamer une manœuvre plus importante et ramener les habitants du Nord chez eux, en toute sécurité. On ne va pas revenir sur les résultats que les frappes iraniennes ont donnés, mais les frappes iraniennes, comme je vous l'ai montré déjà ma vidéo, ont réveillé les gens, ont ouvert les yeux sur la fébrilité et sur le mensonge sur lequel reposer le mythe israélien, de l'invulnérabilité, de la protection soi-disant inconditionnelle, que tout le monde allait se faire torpiller par les Américains. Nous avons vu que ce n'est pas le cas. Non seulement Israël n'est pas invulnérable, mais que les Américains ne vont pas s'embarquer dans tous les sens pour les Israéliens. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Pendant que dans les chancelleries occidentaux, on continue à nous présenter Israël, depuis la riposte iranienne, comme quelqu'un qui continue sa campagne et que sa campagne est pleine de succès ou quoi que ce soit, c'est qu'on ne dit pas, même son incursion terrestre est déjà en train de coûter. Ça, c'est une vidéo publiée le 2 octobre par un compte Twitter, Evan Hills, qui montre l'évacuation des blessés de Tsahal sur la frontière libanienne après qu'ils ont commencé leur incursion terrestre. Regardez. Vous pouvez voir des hélicoptères qui viennent, selon cette publication, embarquer les blessés de Tsahal. Et donc, comme vous voyez, les choses qui se sont passées à Gaza ne se passeront probablement pas comme telles et qu'au Liban, il y aura, en plus du poids économique qui pèse déjà sur Israël, il y aura un prix humain pour cette politique de Netanyahou. Et ici, on n'en est qu'au début. Et il y a déjà ça. Alors, que sera-t-il de cette situation? Elle devait perdurer. Mais, au-delà de ça, si nous allons plus loin, comme je vous ai dit, maintenant que le mythe a été éventré, plus personne n'a peur. Personne préfère mourir sans se battre parce qu'ils ont déjà constaté que quand ils ont saisi l'occasion de ne pas se battre, ils se sont fait tuer. Je reviens ici, où je vous remets en place la descente de Netanyahou de l'avion, quand il dit qu'il refuse l'accord de paix.
Le Premier ministre d'Israël exclut toute idée de cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais. À son atterrissage à New York, où il prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies, Benjamin Netanyahou a donné une réponse claire à la France et aux États-Unis qui lui proposent une trêve de 21 jours pour négocier. Pendant le vol, j'ai donné mon accord pour l'élimination du chef de l'unité des drones et d'autres choses, et il a été éliminé. Ma politique, notre politique est claire. Nous continuons à frapper le Hezbollah avec toute la force nécessaire et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs, au premier rang desquels le retour des habitants du Nord en toute sécurité dans leur foyer. Peu de temps avant cette déclaration, l'armée israélienne a déclaré avoir tué le commandant des drones du Hezbollah lors d'une frappe aérienne sur un immeuble d'habitation dans la banlieue de la capitale libanaise. Maintenant, nous savons que les Français et les Américains avaient négocié un cessez-le-feu avec Nasrallah et que Nasrallah avait probablement accepté ce cessez-le-feu, et c'est probablement à cause de ça que dans sa réunion, au lieu d'être tout seuls, ils étaient rassemblés à plusieurs, facilitant leur élimination, à plusieurs personnes du Hezbollah et de l'Iran, puisqu'on sait que dans la frappe qui a éliminé Nasrallah, il est mort en compagnie de beaucoup de personnes importantes pour le Hezbollah et d'autres. Et donc on sait que peut-être que s'ils se sont rassemblés comme ça, c'est parce qu'ils savaient ou ils avaient l'assurance, comme par hasard, les gens qui ont négocié avec eux, les Français et les Américains, qu'il allait probablement avoir un cessez-le-feu. Au lieu de ça, comme on a dit, Netanyahou il était d'accord avant de décoller, en atterrissant il n'était plus d'accord. Quelque temps après, les voilà morts. Et donc plus personne ne va être victime de cela. Et probablement que plus personne n'acceptera un accord avec Israël si ce n'est pas du côté d'Israël que l'exécution commence. Et plus personne ne veut mourir sans se battre. Et donc voilà ce qui se passe quand on pousse les gens dans leur dernier retranchement. Haïfa n'est plus à l'abri de rien, comme vous pouvez le voir sur ces tweets. Ça, c'était le 6 octobre. Apparemment, les roquettes du Hezbollah ont atteint Haïfa. Comme vous pouvez voir, de plus en plus d'Israéliens réalisent qu'ils ne sont à l'abri de rien et que probablement Netanyahou a poussé les choses un peu trop loin et que maintenant la situation est en train de se retourner contre eux. Et ça, c'était le 6 octobre. Et il y a quelques heures, voilà ce qu'on a vu. Un immeuble à Haïfa qui a été éventré par les roquettes du Hezbollah. Et ici, vous pouvez voir, là où c'était les autres qui filmaient le danger qui pesait sur eux, on voit de plus en plus de publications des Israéliens qui filment ce qui arrive sur leur territoire. J'enlève le son, puisque le son des sirènes peut peut-être justifier que YouTube bloque les vidéos. Et ici, vous regardez, on a le dôme de fer qui essaye d'intercepter les roquettes tirées par le Hezbollah. Et vous voyez, ça, c'est probablement l'immeuble que je vous ai montré qui a été éventré, qui a été touché par des roquettes du Hezbollah. Si nous allons plus loin, et c'est pour cela qu'il vaut mieux diversifier ses sources quand on vous parle de l'information, si vous écoutez cette interview de cette personne sur la BBC News, vous apprenez ceci. Les gens sentent qu'il n'y a plus de futur pour eux ici et que cette guerre est toujours en train de continuer. Beaucoup de gens de la classe moyenne, spécialement ici, s'en vont du pays. Là, il parle des Israéliens. Parce que il n'y a plus de futur, plus d'investissement, la situation économique est mauvaise. En tout cas, les affaires, ça va plus. Beaucoup sont en banqueroute et beaucoup d'entre eux s'en vont.
سکوت هست خیلی‌ها دارن ورشکست میشن خیلی‌ها از اینایی که دارن میرن صحبتشون اینه که اینجا Ils disent tous qu'il n'y a pas de futur pour nos enfants ici. Nous devons les élever ailleurs. برای بچه‌های ما آینده‌ای وجود نداره باید بچه‌ها رو جای دیگری بزرگ بکنیم بنابراین این شرایطی است که Ils constatent les conditions qui existent aujourd'hui et disent امروز وجود داره و اینکه همینجوری که میگم کمتر کسی اینجا آینده‌ای می‌بینه. Quelques-uns voient leur futur ici et cette guerre est en train de devenir de plus en plus profonde. و هر روز هم این جنگ داره عمیق‌تر میشه و گسترده‌تر. اول جنگ با غزه بود. Au début, il y avait la guerre avec Gaza et le Hezbollah. Maintenant, il y a la guerre avec les Houthis. با حزب الله بود بعد جنگ با نیابتی‌های حوثی‌ها شد بعد حالا Maintenant, on parle d'étendre la guerre avec l'Iran. با حزب الله حالا صحبت از گسترش جنگ با ایرانه و این همینجوری که ادامه داره. Voilà les conditions de cette histoire qui continue toujours de grossir, de s'élargir. هی این داستان عمیق‌تر میشه و نام. Et donc vous avez ce monsieur israélien qui vous dit maintenant dans la population israélienne, il y en a qui n'en peuvent plus et qui préfèrent partir du pays parce qu'ils ne comprennent plus cette situation de guerre qui devient de plus en plus évidente, de plus en plus profond. Et la preuve de cela est ici. Là encore, regardez. Maintenant, voilà la réaction des gens à Tel Aviv. Panique dans un centre commercial, les alarmes retentissent, tout le monde doit aller se cacher. Et donc la situation est devenue beaucoup plus préoccupante qu'avant, parce qu'avant nous ne voyions pas ce genre d'image sortir de Israël. Mais surtout, l'image qu'il faut retenir de cette vidéo, donc voilà cette image. Des familles coincées à l'aéroport de Tel Aviv, selon ce tweet, qui attendent de partir d'Israël. Si les gens reconnaissent l'aéroport d'Israël de Tel Aviv, confirmez ou pas si c'est l'aéroport de Tel Aviv. D'après ce tweet, il s'agirait de l'aéroport de Tel Aviv, des familles israéliennes qui sont coincées à l'aéroport en attendant leur vol pour s'en aller. Et il est dit ici, l'aéroport de Tel Aviv, des centaines d'Israéliens cherchent à quitter Israël et sont bloqués à cause des missiles balistiques yéménites. Et donc ici, une fois de plus, comme je vous l'avais dit, vous avez les conséquences de ce qui arrive quand on pousse les gens au pied du mur. Et surtout, le mensonge sur lequel on avait construit tout son mythe s'effondre. Depuis que l'Iran a montré qu'Israël n'était plus invulnérable, eh ben, les choses sont beaucoup plus compliquées, non seulement pour Israël, mais aussi pour les Israéliens. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient à l'abri de rien. Alors quand, non seulement on vous dit que vous n'êtes plus à l'abri de rien, vous risquez de mourir dans un endroit où il y a la guerre, où économiquement c'est compliqué pour vous, et où les gens sont en train de faire faillite, que vous reste-t-il? Nous avons vu avec désarroi ce qu'est devenu la population de Gaza. Nous voyons avec désarroi ce que la population libyenne subit. Ils peuvent se consoler en se disant ils ne sont plus les seuls et à chercher un endroit meilleur. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.